L'invité de cette édition est Jean-Joseph Boileau, économiste et spécialiste de l'Inde et des pays émergents. Vous revenez d'ailleurs d'Inde. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Plus d'un mois, oui. Je n'avais pas décidé de la période puisque l'ensemble de ces décisions sont brutales, extrêmement rapides. Et alors, contrairement à ce qu'on dit, c'était quelque chose qui était discuté depuis une vingtaine d'années. Elle posait effectivement un problème qui a été discuté, y compris d'ailleurs par Indira Gandhi. C'est quoi la citoyenneté indienne et comment on la mesure? Comment, notamment dans un pays où vous n'avez pas, par exemple, de registre des naissances. Vous n'avez pas de certificat de naissance. Voilà, c'est comme ça, sauf si vous payez votre officier. Donc, c'est brutal, combien de personnes sont concernées, combien de réfugiés sont potentiellement concernés par cette loi et combien en sont exclus parce qu'ils sont musulmans? Alors, rétrospectivement, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est une loi qui va concerner l'ensemble, en gros, des personnes qui sont arrivées dans l'Inde actuelle après la partition. La partition, y compris donc entre le Pakistan et le Bangladesh. D'accord ? C'est qui a démarré d'ailleurs les agitations. C'était dans l'Assam, en raison de cette présence assez massive de Bangladeshis qui avaient fui le Bangladesh au moment d'une guerre extrêmement meurtrière en 1971. Donc on peut avoir entre 2 et 5 millions de personnes. Oui, et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, qui est en fait l'éminence grise à la manœuvre dans tout ça, M. Amit Shah, beaucoup plus que Modi, est à la manœuvre, a clairement dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de camps de détention. Alors il dit que ce n'est pas des camps de détention, mais enfin c'est quand même des camps de détention, les gens n'en sortent pas. Amnesty International vient de faire un petit rapport très intéressant sur les 2000 personnes à peu près qui sont dans ces camps de détention. On a une situation véritablement de quasi camp de concentration. Une fois qu'on y est, on n'en sort pas. Et vous savez pourquoi on est là-dedans? Eh bien parce qu'on ne peut pas démontrer, preuve en main, qu'on est une citoyenneté indienne. Et je prends souvent l'exemple de mon gendre, puisque j'ai la chance d'avoir un gendre qui, lui, est né dans le centre de l'Inde. Si aujourd'hui, il était confronté, et donc en fait, c'est tous les contestataires du régime qui sont menacés, donc vous voyez, on est à plusieurs millions, il n'est pas capable de prouver sa nationalité, puisqu'il n'a pas de document officiel de référence. L'une des promesses du gouvernement, c'est d'aller plus loin que cette loi sur la citoyenneté, c'est de faire carrément un registre national où il sera très difficile en fait pour tous les Indiens de prouver leur appartenance. Voilà. C'est ça qui inquiète. Ben, c'est très inquiétant parce qu'on voit deux phénomènes se développer aujourd'hui dans les camps de détention. Un, c'est la corruption. C'est-à-dire, en Inde, comment a fait mon gendre? Eh ben, il a payé un fonctionnaire de police pour forger, ce qu'on appelle forger en anglais, un certificat de naissance. Mais ça n'existe pas. Et donc, il y a une corruption massive qui est en train de se développer. Et deuxièmement, c'est discrétionnaire. Donc, on dit que c'est que les musulmans qui ne seront pas reçus en Inde. En réalité, il y a une chasse aux chrétiens qui est en train de se développer, notamment dans ces régions de l'Assam. Et donc, c'est en fait tous les contestataires du régime, et ça rappelle quand même, qu'on le veuille ou non, l'Allemagne de la montée du nazisme dans les années 30. C'est parallèle. Que les musulmans, en fait, qui protestent là, les universités se mobilisent, etc. Exactement. Ce n'est pas qu'une partie de la population, que les musulmans qui manifestent. Les autres savent que c'est eux qui sont visés derrière les musulmans. Vous savez, les musulmans, c'est comme les juifs du temps du nazisme. C'est le bouc émissaire d'un régime totalitaire. Et donc on commence par eux, comme le dit cette fameuse phrase de Bertolt Brecht, aujourd'hui c'est un juif, demain ça sera toi. Et c'est de ça qu'est né ce mouvement de masse de l'Inde qui refuse, par tradition, l'atteinte aux libertés, à la démocratie. Donc ce mouvement de colère, il s'est déjà transformé en un mouvement général contre le pouvoir, selon vous, plutôt que uniquement contre cette loi? Ah oui, oui, bien sûr. L'idée, c'est de... les gens l'ont bien compris. Après les élections générales de 2019, où Narendra Modi a beaucoup moins gagné qu'il ne le pensait. Oui, il a perdu à 5 États depuis un an. Et puis les élections régionales se traduisent par la... voilà. Et notamment pourquoi? Parce que le Congrès n'est pas une vraie force d'opposition, mais dans toutes les régions, enfin les États, donc c'est des États, c'est 100 millions d'habitants en général, vous avez des oppositions. Madame Mamata Banerjee, qui est le chief ministre du Bengale et qui tient le West Bengal d'une main de fer, vient de se déclarer totalement opposé à cette évolution du régime, c'est-à-dire un glissement
anticonstitutionnelle. C'est tout à fait une autre Inde. Et ce qui nous inquiète, c'est l'effet par ricochet sur le reste du monde. Si M. Modi, moi je les appelle Modi Shah, réussissent à mettre en œuvre finalement un processus de fascisation ethnique du pays, c'est un quitus à la Chine. On voit bien que sur Hong Kong, elle hésite encore à intervenir. Mais sur les Ouïghours, vous avez vu, elle n'a aucun scrupule, sur les Tibétains non plus. Mais ça veut dire que ça serait un quitus à la Chine pour intervenir, y compris à Taïwan. Quitus à Moscou, finalement. La méthode forte peut marcher. Quitus à la Turquie, quitus en fait à l'ensemble des régimes autoritaires, populistes, qui jouent sur cette fibre de l'ethnie. Une question sur l'économie rapidement. On a longtemps parlé du miracle économique indien. C'est un modèle qui s'effondre selon vous? Bien oui, je crois que c'est le résultat de ce que j'ai pu observer, des discussions longues sur le terrain avec les industriels, y compris les industriels français. La croissance officielle est tombée aux alentours de 4% au dernier trimestre. On ne voit aucun élément qui explique un rebond possible. Les constructeurs automobiles ont dû fermer 2 mois leurs usines. On est donc dans une situation économique où Modi n'a pas porté ses promesses. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui que ce soit l'agenda idéologique et politique qui soit mis en avant. Merci à vous, Jean-Joseph Boileau, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Inde pour les nuls aux éditions First. Merci à vous pour toutes ces informations.